Allez, on y va. Bonjour à tous et bonjour à Maya. Et puis bonjour à tous et bonjour Daniel. Alors, Amaya, aujourd'hui, tu souhaitais aborder les conflits intérieurs, déjà pour commencer, et après, on verra dans la continuité de l'échange comment œuvrer pour aller vers l'unité en soi. C'est ça? C'est Mais ça. déjà, les conflits intérieurs, comment est-ce que toi, tu les observes, les as observés, comment tu les identifies, et quelles pourraient être les informations que tu pourrais apporter en complément à chacun? Alors voilà, déjà l'idée de cette vidéo, c'est venu par rapport à une question sur la vidéo précédente qui avait pour titre justement les relations et les conflits relationnels. Mais c'est vrai que le conflit intérieur, c'est vraiment un aspect qui est primordial, essentiel et auquel nous avons tous, nous sommes tous comment dire, en conflit plus ou moins grand avec nous-mêmes. Voilà. Pour différentes raisons, bien sûr. Alors, effectivement, la dernière fois, tu disais que nous étions dans un monde duel. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à ça. C'est quoi cette dualité? Et c'est vrai qu'en même temps, moi, j'ai presque l'impression que cette dualité euh, à l'intérieur de nous, elle est aussi renforcée, pour pas dire provoquée, par plusieurs aspects. Alors, alors un conflit intérieur, ça va être quoi? Ça va être déjà savoir qui je suis, ça part de là, parce que déjà qui je suis vraiment. Et comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, je suis aussi ce qu'on a fait de moi, c'est-à-dire ce que le conditionnement a fait de moi, ce que mes parents ont fait de moi, ce que la société a fait de moi, ce que j'ai accepté aussi de sacrifier de moi-même pour être aimé par les autres, pour être aimé par mes parents en premier. Voilà. Et en fait, je me rends compte que ce conflit intérieur, quelque part, tout est fait pour nous mettre en conflit avec nous-mêmes. Euh, dès le départ. Dès le départ, parce qu'on arrive au monde dans une famille avec un papa, une maman ou d'autres personnes de la famille, des frères, des sœurs, etc., même tout petits, ou pour ceux qui n'ont pas de parents, entourés d'adultes, qui eux-mêmes sont dans des conflits intérieurs, dans des distorsions, euh, qui ne sont pas dans l'unité. Donc, comment apprendre à un nouveau-né l'unité au milieu de, comment dire, d'un climat qui n'est pas forcément unifié. Je m'explique. Si la maman, par exemple, elle est excédée parce qu'elle a trop de travail, parce que le bébé il pleure trop, parce que tout ça, ce qu'elle va envoyer à son bébé, ça ne va pas être un message d'amour et de confiance et d'unité. Déjà, le bébé va ressentir une espèce comment dire, de malaise qu'il ne pourra absolument pas identifier, bien entendu, mais il va faire après tout pour essayer comment dire, euh, d'enlever ce malaise. Et pour enlever ce malaise, de toute façon, l'enfant, le bébé, l'enfant plus tard, va toujours se conformer un petit peu au milieu dans lequel il est pour s'adapter en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que déjà l'unité en soi, quand je commence à réfléchir sur comment en fait on se structure et on se construit, on ne se construit pas dans l'unité, ce n'est pas possible parce que justement, comme tu l'avais si bien dit, nous sommes dans un monde duel. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence plus tard? C'est que de toute façon, on ne peut que faire le constat une fois qu'on est plutôt adulte et quand on est dans un chemin aussi de conscience, de regarder en fait ben, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire pour aller à la rencontre de moi-même. Voilà. Et c'est pas du tout facile. Alors surtout si on a vécu avec des personnes toxiques. Alors, évidemment, je vais reparler de la perversion narcissique parce que c'est vrai que c'est un petit peu mon cheval de bataille, on va dire. Mais que ce soit la perversion narcissique ou des comportements toxiques que peuvent avoir des parents qui veulent faire les choses à la place de leurs enfants, qui veulent leur imposer leur point de vue, etc.
c'est pas forcément des pervers narcissiques, mais ce sont des personnes aussi qui croient bien faire et qui finalement empêchent l'enfant d'être lui-même. Voilà. Donc ça, déjà, à la rencontre de soi, ça va commencer par je vais m'autoriser à savoir qu'est-ce que vraiment je veux, qu'est-ce que vraiment je pense, quels sont en fait mes désirs, vraiment les miens, quoi. Et c'est vrai que je parle de ça en connaissance de cause, parce que moi, je me suis rendu compte à un moment de mon évolution que je ne savais même pas ce que j'aimais, que j'étais tellement dans un mode survie, que je ne savais pas vraiment ce que j'aimais. Ce que j'aimais, c'était surtout être en paix et surtout arriver à survivre dans un monde où il y avait beaucoup d'agressions. Donc du coup, quand on n'est pas en paix avec soi-même, c'est très difficile en fait de savoir ce qu'on aime. Donc tout ça, c'est un chemin. Donc la rencontre de soi en premier, en fait, c'est ça. C'est déjà qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je pense et évidemment qu'est-ce que je ressens. Alors là, c'est le plus important parce que nous avions fait une vidéo vraiment tout à fait au début de cette chaîne, donc il y a à peu près un an, sur les émotions, dans laquelle j'explique que les émotions sont la clé de l'inconscient en fait. Ce sont nos émotions qui vont nous ouvrir l'inconscient. Alors qu'est-ce que c'est l'inconscient? Parce que justement, quand on est dans le conflit intérieur, l'inconscient, on va dire que c'est un réservoir dans lequel se trouve tout ce que nous avons vécu, toutes les souffrances que nous avons vécues et que nous n'avons pas pu en fait digérer, assimiler, que ce soit au niveau mental, émotionnel, énergétique, et qui crée en fait des blocages et des traumatismes. Tout ça, ça va se loger dans une part de nous qu'on appelle l'inconscient, qui est souvent d'ailleurs présenté comme pour nous protéger, voilà. Moi, je ne pense pas tout à fait ça. Je pense qu'au contraire, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, l'inconscient est plutôt piégé. Donc, pourquoi il est piégé? Parce qu'en fait, ça va aller mettre toutes nos souffrances. On pense qu'elles sont à l'abri et qu'elles sont neutres. Alors, en fait, elles ne sont pas du tout neutres. Elles ont une force et une énergie très, très puissantes qui vont attirer en permanence des événements, des situations, des personnes qui vibrent exactement pareil et qui donc vont en permanence, ou régulièrement, peut-être pas en permanence, mais régulièrement, réveiller justement les souffrances qui sont enfouies dans l'inconscient. Donc c'est vrai que l'unité avec soi-même et la rencontre avec soi, forcément, c'est aussi la rencontre avec son inconscient. Voilà. Parce que de toute façon, même toutes les injonctions que nous avons vécues, tout le conditionnement que nous avons vécu, il n'est pas vraiment en conscience non plus. Là aussi, ça reste quelque chose qui nous a structurés et qui fait qu'on va se comporter exactement de la façon dont on nous a appris à nous comporter ou de la façon dont on a appris à survivre, hein, tout simplement. Et donc, quand je survis, est-ce que je suis vraiment moi? C'est une bonne question. Voilà. Quand je me conforme au milieu environnant, quand je me conforme aux désirs de mes parents en premier, quand je me conforme aux désirs de la société, est-ce que je suis vraiment moi? Voilà, toutes les questions déjà qu'on peut se poser. Je ne sais pas si tu as un retour par rapport à tout ça. Alors, finalement, oui, c'est qu'est-ce qui est vraiment moi? C'est vraiment ce rapport à tous ces paramètres, à tout ce spectre psycho-émotionnel, donc tu l'as défini là par le biais de l'inconscient, c'est tout ce spectre-là, c'est arriver, c'est ça finalement le plus difficile, c'est arriver à soulever cette petite trappe entre le conscient immédiat et l'inconscient. C'est cette petite trappe d'informations, de situations vécues ou transmises que l'on ne veut surtout pas voir et qui ont été au cours des années, alors que ce soit au cours de l'incarnation même ou au cours des transmissions génétiques, généalogiques, toute cette accumulation de manières de fonctionner, de programmation, là, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos précédemment,
tout cet informatif qui fait que ça va générer des conflits intérieurs, ça va générer un état émotionnel extrêmement dissocié. Et ces conflits intérieurs, comme tu l'as expliqué, on est là aussi pour permettre, chacun à son rythme, à dénouer le processus finalement. Et c'est ça qui est important. Ces conflits intérieurs, quels sont-ils? Comment les identifier? Parce que c'est ça aussi qui est important. Un conflit intérieur, qu'est-ce que c'est? Parce que là, tu as donné les grandes lignes, mais est-ce que tu pourrais apporter quelques exemples complémentaires sur qu'est-ce que c'est un conflit intérieur? Et finalement, parce que conflit, tout le monde sait ce que c'est une dualité, c'est une complexité d'opinion. Intérieur, ça va être à l'intérieur, mais très souvent, on peut entendre une espèce de négation autour de l'interprétation du conflit interne. Est-ce que toi, vu que tu as souhaité développer le sujet, est-ce que toi, tu pourrais apporter un regard ou peut-être, comme je te l'ai dit là, un exemple supplémentaire? Oui, bien sûr. Alors, des exemples, il y en a beaucoup. Et ce que je voudrais juste avant de répondre à ta question, c'est que tu as abordé le fait qu'un conflit intérieur, c'est souvent émotionnel ou psychologique, mais évidemment, ça peut se traduire aussi par des maladies. Et je pense d'ailleurs que les causes profondes des maladies prennent racine dans un conflit intérieur. Parce qu'un conflit intérieur n'est pas forcément conscient. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de donner plusieurs exemples. C'est vrai que la dernière fois, dans la vidéo précédente, j'avais pris l'exemple de quand on a affaire à des personnes toxiques, par exemple, pour lesquelles on a de l'amour, parce que ce sont des êtres, soit des proches au niveau familial, soit une personne pour qui voilà, on a de l'amour. Des fois, on ne s'explique pas toujours pourquoi on a de l'amour pour quelqu'un. Et finalement, une fois qu'on a bien compris que cette personne, elle est toxique pour des raisons qui ne sont pas que la perversion narcissique, mais on peut avoir un comportement toxique parce qu'on a des blocages, parce qu'on n'arrive pas à faire des choses, et parce qu'on est fermé, il y a plein de raisons. Mais en fin de compte, là déjà, il y a les conflits, on va dire, amoureux ou les conflits d'amour. Ce sont des conflits qui sont extrêmement puissants, qui font vraiment beaucoup de mal et qui sont difficilement, on ne peut pas les résoudre. Il y en a même, je pense, qu'on ne peut pas résoudre. Ou alors, ça demande vraiment un cheminement intérieur et un cheminement spirituel pour aller vraiment au-delà de la compréhension humaine et au-delà du mental et faire appel vraiment à des parts de nous qui sont dans l'amour inconditionnel avec un grand A. Voilà, c'est vrai que ça c'est vraiment les conflits, on va dire, affectifs ou amoureux, ce sont des conflits qui nous font énormément de mal. Mais il y a aussi d'autres conflits. Alors, ce que je pourrais dire, c'est en fait, peut-être qu'on est en conflit, ou sûrement que nous sommes en conflit, chacun, parce qu'on n'est pas en accord avec notre âme. Voilà. Et c'est vrai que le docteur Bach, c'est le premier qui avait parlé de ça, et ça m'avait, en tout cas pour moi, qui m'avait vraiment interpellée, c'est qu'en fait, pourquoi on a des malaises ou des états émotionnels qui sont, on va dire, négatifs, dans le sens où il faut souffrir, c'est quand on n'est pas en accord avec notre âme. Donc, en fait, j'irai même plus loin que ça, c'est que tous nos conflits intérieurs viennent du fait qu'on ne soit pas en accord avec notre âme. Alors, comment se mettre en accord avec notre âme? Bon, moi, par exemple, j'ai un conflit, j'en parle souvent, mais je vais en reparler, c'est au niveau des animaux. Voilà, par exemple, mon âme a un amour infini pour les animaux, quels qu'ils soient, même si ce sont des animaux domestiques et des animaux qu'on peut ingérer, qu'on mange, qu'on traite mal, etc. Et en même temps, en tant qu'humain, alors on peut prendre les animaux, mais on peut élargir aussi au niveau des plantes, on va dire, parce qu'une plante, c'est aussi vivant, si on va par là. Et que c'est pour moi, c'est personnel, après d'autres personnes se retrouveront dans d'autres conflits, tu m'as demandé un exemple, mais qu'en fait, en tout cas moi j'ai un conflit entre l'amour que je peux porter au vivant et le fait que pour vivre, je dois tuer le vivant, pour survivre, voilà.
Donc ça fait partie d'un conflit de mon âme qui est le propre de notre incarnation en troisième dimension sur Terre, c'est que nous sommes des prédateurs et que nous devons nous manger les uns les autres. Voilà. Bon, après, c'est un exemple qui peut paraître anodin, mais je pense qu'il est quand même assez profond, parce que de là va découler beaucoup de comment dire, de conflits intérieurs, ne serait-ce que par rapport aussi à la façon dont on traite justement le vivant, la nature, etc. Et du fait qu'on soit obligé de le faire aussi, de participer à tout ça. Parce que si devant moi j'ai une feuille de papier ou un livre, ben finalement il y a des arbres qui ont été tués pour me permettre de lire ce livre. En fait, de toute façon, on est complètement embarqué là-dedans, dans ce genre de conflit avec notre âme. Bon, ça c'est vraiment, je suis peut-être à un niveau un peu plus, comment dire, un subtil. peu plus, voilà, subtil. Mais bon, après il y a aussi des conflits intérieurs, évidemment. La dernière fois on a parlé des rapports avec les autres, mais justement dans notre rapport avec les autres, que ce soit familial ou enfin, dans le milieu professionnel, amical, etc., il y a forcément aussi des conflits intérieurs qui vont naître de nos rapports avec les autres, parce que de toute façon, comment dire, on va toujours se renvoyer les uns les autres, justement, les conflits non résolus, c'est-à-dire que si j'ai un conflit non résolu à l'intérieur de moi, mais ça peut être un conflit qui va être lié par exemple à une blessure que je n'ai pas guérie, et qu'en même temps, souvent, parce que les programmes que tu as évoqués tout à l'heure font que la plupart du temps, quand on a une blessure, on va être programmé non pas pour la guérir, mais pour faire comme si on n'en avait pas, pour la cacher, et tout ça, ça va générer tout un tas de distorsions qui vont aussi donc créer des conflits avec l'autre, parce que c'est, je veux dire, pour cheminer vers l'unité avec soi, ça demande aussi donc d'être, comment dire, d'être en sincérité avec soi-même et d'être en sincérité avec l'autre. Voilà. Je m'explique. Si par exemple j'ai un sentiment d'humiliation, parce que j'ai été humiliée dans mon enfance, par exemple, mais que surtout, en fait, ce sentiment d'humiliation, par exemple, va créer aussi de la honte. Et j'ai tellement honte que je ne veux pas, et ça le fait chacun d'entre nous, hein, que je ne veux pas montrer, en fait, ce sentiment d'humiliation, parce que, voilà, il y a des choses, je ne peux pas, etc. Et donc ça, en fait, ça va générer chez moi un comportement de façade qui n'est pas en unité avec mon émotion, on est d'accord? Et chaque fois qu'on a un comportement de façade comme ça, qui n'est pas en unité avec vraiment ce qu'on ressent, ça va créer chez l'autre, au niveau des échanges énergétiques, ça crée comme un mur, en fait. Donc la personne, elle est face à ça, et elle sent qu'il y a un mur. Elle sent que, alors elle ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça va aller réveiller chez elle une autre émotion qui est bloquée, et qu'elle aussi, elle va essayer de cacher. Et souvent, comme ça, dans les rapports entre les gens, on est dans des, comment dire, dans des rapports qui ne sont pas la vérité, mais qui sont qu'est-ce que j'ai mis en place pour cacher ce que je ne veux pas montrer. Voilà, et c'est souvent ça. C'est pour ça que pour moi, ce conflit intérieur, c'est quelque chose de très important, parce que, voilà, quand on est dans la spiritualité ou quand on veut faire un chemin spirituel, c'est aller aussi rencontrer toutes ces parts de nous qui sont vraiment dans l'ombre, bien tapis dans l'ombre, et tout ça, c'est que si je vais à la rencontre de moi-même, c'est aussi avoir la modestie ou l'humilité, je ne sais pas, de regarder tout ça, parce que tout ça, on est tous pareils, c'est pas... Alors, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui pensent ou qui se persuadent que tout ça c'est fini, que ce que je dis c'est du niveau maternel de la spiritualité. Et moi je ne le crois pas du tout, je crois qu'au contraire,
c'est d'aller regarder tous ces aspects de nous comme ça, et tous ces fonctionnements qui, l'air de rien, nous séparent de nous-mêmes et nous séparent des autres. Parce que quand je suis dans une façade pour paraître que tout va bien alors que je ne vais pas bien, je suis en conflit, je crée un conflit avec moi-même. Et quelque part, je crée aussi un conflit. Ce n'est pas vraiment un conflit avec l'autre, mais en tout cas, ce que je donne à l'autre vibratoirement, c'est quelque chose qui va fermer, ce n'est pas quelque chose qui va expanser, comment dire, l'énergie et qui va créer de la joie. Ça va créer des petits blocages comme ça. Alors voilà, ces conflits intérieurs, on en a en permanence, justement à cause de ce que je viens d'expliquer. On avait fait aussi une vidéo sur culpabilité, culpabilisation, et c'est un peu de ça dont je veux parler, c'est-à-dire on fonctionne avec ces programmes sans être conscient en faisant ce que je viens de décrire. Et si par exemple, une personne, enfin, je vais dire je préfère toujours dire je, si je fais quelque chose qui n'est pas très très clair, même si c'est pas très grave, mais je fais un truc de pas très très clair, et que j'ai pas envie justement de regarder ce qui se passe en moi, que je veux que tout ça, allez hop, ça passe comme ça, je vais obligatoirement aller culpabiliser l'autre pour dire c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Et en même temps, donc cette culpabilisation, elle va entraîner de la culpabilité chez l'autre, mais en même temps, elle va aussi en entraîner pour moi, puisque je sais que j'ai pas bien agi quelque part. Tout ça, ça peut se passer aussi dans l'inconscient, c'est-à-dire si par exemple, j'accuse quelqu'un, je vais essayer de prendre un exemple plus précis. Par exemple, je me mets en colère. Voilà. Évidemment, si je me mets en colère, je vais tout le temps accuser l'autre de m'avoir mis en colère. Bon, ce qui n'est pas totalement faux. Mais en même temps, c'est pas totalement juste non plus. Parce que si je me mets en colère par rapport à ce que fait ou dit une personne, c'est que ça va toucher en moi une blessure. Sinon, quoi que dise ou fasse une personne, je vais lui dire non mais là je suis pas d'accord, là non, ça me plaît pas, tu fais pas comme ça, sans me mettre en colère. Si je me mets en colère, c'est toujours que je suis blessée. Voilà, ça déjà il faut arriver à reconnaître ça et arrêter d'en permanence culpabiliser l'autre et mettre tout le temps le tort sur l'autre. Voilà. Parce que si je fais ça en même temps, et finalement, avec mon âme, parce mon âme, on va considérer que mon âme, elle est alignée, elle est dans l'harmonie, elle est dans l'amour, elle est. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est tordu ou qui est de l'ordre du mensonge, on a fait une vidéo là-dessus aussi, ben de toute façon, mon âme, elle ne va pas s'y retrouver. Voilà. Donc, en fait, quand on veut avancer ou œuvrer, parce que c'est un mot que j'ai repris de toi, vers l'unité en soi, nous devons de passer par toutes ces observations, par accepter aussi de cette façon que nous avons de fonctionner, qui ne nous appartiennent pas forcément, hein, puisqu'on est, on est soumis à un conditionnement énorme, on a fait aussi une vidéo là-dessus, et à des programmes énormes qui créent tout ça à l'intérieur de nous. Mais je pense que c'est vraiment très 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 important de regarder tout ce qui se passe à l'intérieur et de voir aussi, par exemple, je me suis fait la réflexion de la différence entre ce que je peux penser et le principe de réalité. Alors ça, on peut tous le constater, on va dire, je ne sais pas moi, je vais qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, je vais créer une société, je ne sais pas, par exemple au niveau du travail, je vais créer une société pour, je ne sais pas moi, pour les animaux, pour la défense des animaux, etc. Puis je vais faire tout ça dans ma tête. Mais au moment où je dois mettre ça en pratique, en fait, ben, peut-être que mon exemple n'est pas très bon, mais ce que je veux dire, parce que là j'improvise un peu, mais ce que je veux dire, c'est que la différence entre ce qu'on pense et après ce qu'on met en pratique, il y a souvent un gros écart, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Pour essayer d'apporter un petit peu plus d'exemples, c'est
vraiment prendre conscience que déjà chacun vit sa propre réalité, qu'il y a également une réalité commune à ne pas négliger et que très souvent dans nos réalités individuelles, on peut partir plein de projets, souvent réalistes, souvent plus légers, voire utopiques. Et on a tendance à se laisser très facilement embarquer vers ces projets irréalistes, utopiques. Et quand on est de nouveau confronté à la réalité commune où il y a besoin de concrétiser un petit peu tout ça, que ce soit sur le plan actif ou sur le plan relationnel, mais on est confronté aux réalités extérieures, aux réalités qui nous entourent, d'autres personnes, d'autres situations, d'autres configurations. Et là, on est face à un principe de réalité, c'est-à-dire ce que l'on avait imaginé. Soit nous n'avons pas l'énergie en étant en accord avec soi et en étant dans sa propre unité, soit nous n'avons pas l'énergie pour concrétiser la situation, ou soit il s'agit peut-être d'un projet ou d'une perception beaucoup plus idéalisée de la réalité, et forcément ça crée également un conflit de réalité pour le coup. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet à part entière. Mais pour rester dans l'image de ton exemple, la réalité étant commune mais en même temps individuelle, quand on est confronté à deux réalités différentes ou deux conceptions de la réalité différentes, des fois il peut y avoir un principe de réalité immédiate qui va faire que ce que l'on va avoir imaginé ou pensé, fantasmé, concrétisé dans notre mental ne peut pas avoir réalité dans la réalité commune ou ne peut pas se matérialiser. Très souvent, on peut fantasmer une relation, par exemple, pour rester dans ce concept de réalité, de principe de réalité, on peut fantasmer une relation. Mais quand on se retrouve dans cette réalité, on se rend compte que la relation, la personne ne correspond pas à ce que l'on avait vraiment imaginé. Donc là, on est aussi confronté à ce principe de réalité. Oui, mais ça, je pense que ça vaudrait une vidéo à part entière, cette histoire de réalité, parce qu'effectivement, on est chacun dans notre perception de nous-mêmes, mais aussi des autres et aussi du monde qui nous entoure. Et ce principe de réalité, il n'est pas commun en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment le filtre justement de nos émotions, de notre inconscient, de notre conditionnement, de notre mental, de tout ça. Donc c'est vrai que ce serait un sujet très intéressant, ce principe de réalité. De réalité, oui. Ouais. Alors si tu veux, pour continuer, j'ai une autre idée qui me vient là, c'est par rapport au conflit intérieur et aussi au regard qu'on porte sur soi. J'ai réfléchi aussi que la plupart du temps, je pense que chacun d'entre nous le fait, nous avons un regard sur nous-mêmes qui est assez rude souvent, ouais. C'est-à-dire on va beaucoup s'autocritiquer, on va beaucoup se juger, on va beaucoup se trouver nul, se trouver moche, se trouver pas intéressant, se trouver je sais pas, par exemple, ça aussi, ça fait partie du chemin d'arriver à s'auto-évaluer avec justesse, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez. C'est-à-dire, j'arrive à reconnaître quelles sont mes qualités, de quoi je suis capable, oui, ça, je peux le faire, et aussi de reconnaître les défauts, parce que souvent, tout ça, c'est un peu confus, c'est un peu embrouillé, et je pense que ça fait vraiment partie du chemin aussi vers soi, d'arriver à reconnaître ses propres qualités et d'arriver aussi à être doux avec soi-même. Parce que ça, c'est très important. Je le répète, comme nous nous traitons de la même façon dont nous avons été traités, ça c'est déjà une chose, mais aussi il y a les programmes derrière qui font qu'on va être quand même très 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 dur avec nous-mêmes. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais c'est vrai que je l'ai souvent remarqué, quand on discute avec une personne comme ça, c'est très difficile pour une personne, pour moi aussi, de reconnaître ses propres qualités et de façon juste, parce que si on fait ça, ça veut dire aussi, si je fais ça, ça veut dire aussi que je vais pouvoir recevoir une critique, par exemple.
Parce que si je sais qui je suis, si on me fait une critique, je vais savoir si elle est justifiée ou injustifiée. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir aussi, ça va peut-être aussi m'aider soit à m'améliorer sur certains points, soit si ça me blesse, à rencontrer une blessure. Voilà. Moi, je ne dis pas qu'il faut se critiquer les uns les autres, mais c'est un exemple comme ça. C'est vraiment d'arriver à avoir une perception de soi qui soit le plus juste possible. Et ça, c'est pas du tout évident. Et c'est ça aussi qui crée tous ces conflits intérieurs. Et je pense que la meilleure façon comment dire, une bonne relation avec soi-même, c'est justement essayer de se relier à son âme et d'essayer de faire la place en soi chaque jour à son âme. Et faire la place à son âme, ça veut dire, aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus aligné possible, de ne pas colporter de mensonges, de ne pas me mentir à moi-même, de ne pas mentir aux autres, de ne pas d'être le plus authentique possible avec moi-même, donc avec les autres. Bon, mais déjà avec soi-même, parce que parfois, être authentique avec les autres, tout ça, tout ce que je dis, c'est pas quelque chose de simple. Il y a des êtres avec qui il est très 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 difficile d'être authentique parce que la personne en face, elle va pas forcément nous accueillir dans ce que nous sommes. Voilà, ça c'est quelque chose de compliqué, mais déjà on peut être authentique avec soi et le plus possible avec les autres aussi ou avec les mondes, avec nos rapports avec le monde même, en essayant de ne pas se trahir, mais au contraire d'oser aussi, parce qu'on est dans un monde comme ça aussi aujourd'hui, d'oser être soi, oser dire ce qu'on pense et oser dire ce qu'on est, voilà, et se défendre auprès des autres et revendiquer ce qu'on est. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment pas un chemin facile et c'est pour ça que je l'ai appelé œuvrer vers l'unité en soi, parce que c'est vraiment un travail quotidien pour regarder, pour être clair avec soi-même. Et il y a énormément de chemin à faire et de guérison à faire, en sachant que, voilà, en même temps que je parle, l'image que j'ai, c'est une espèce de brouhaha comme ça, de l'humanité, quoi. C'est comme si l'humanité était dans un brouhaha de tous ces aspects que je viens d'évoquer, et que par rapport à ça, je pense que de nos jours aussi, on nous demande de plus en plus de faire descendre notre intégrité, les qualités de notre âme en fait. De plus en plus d'incarner les qualités de notre âme. C'est vraiment un chemin, en tout cas, voilà, qu'on peut essayer chacun de faire, puisque dans ce brouhaha de l'humanité, on a tous aussi notre petite voix à donner. Et voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quand je parle de l'âme, qu'est-ce que c'est qui va nous relier avec notre âme? Bien sûr, c'est notre cœur, tout simplement. C'est notre cœur. Et une façon d'être relié avec notre âme aussi, c'est que face à une situation qui va nous prendre la tête, on va gamberger, on va la mettre dans tous les sens, on va essayer de trouver des solutions, on ne va pas trouver. Ce que j'invite à faire, c'est de descendre et de mettre l'attention ici. Et à partir du moment où je mets mon attention là, que je revisualise la situation, généralement, on ne la voit pas du tout de la même façon. Et au niveau du cœur, elle sera plus juste. Voilà. C'est-à-dire que, par expérience, si je descends au niveau du cœur, par exemple, quand je suis déçue, en colère par rapport à une personne ou à une situation, si je descends au niveau du cœur, en fait, je vais pouvoir avoir une vision beaucoup plus juste, c'est-à-dire je vais pouvoir comprendre pourquoi la situation est là ou pourquoi la personne elle agit comme ça. Ça ne veut pas dire que je dois accepter que la personne elle agisse comme ça. Ça ne veut pas dire que je dois
que je dois valider les agissements, quels qu'ils soient. Mais le fait de comprendre, d'avoir cette vision du cœur, ça change beaucoup parce que déjà, ça empêche d'être dans, comment dire, dans le boomerang de tu me fais du mal, je te fais du mal. Voilà, c'est-à-dire quand on est dans cette vision du cœur, on peut laisser l'autre à ce qu'il est et revenir à soi et regarder en fait, comment dire, toutes les interactions qui se passent comme ça entre les humains et qui créent justement cette division, cette dissension et arrêter de les nourrir. Voilà, tout simplement. Après, c'est complexe ce que je dis. Je ne sais pas si je suis claire, Daniel, mais... Si, tu es très claire. De toute façon, encore une fois, ça peut appeler une explication plus poussée et beaucoup plus prononcée en soi, une vidéo en soi, pourquoi pas. Parce que là, on interagit également avec les neurosciences et le pouvoir du mental, le pouvoir du cerveau qui peut nous leurrer, qui peut nous donner des informations, nous orienter vers des informations erronées en sollicitant des hormones telles que la dopamine qui va nous faire réagir de telle ou telle manière dans telle ou telle situation, alors que justement ces événements peuvent être involutifs pour nous ou involutifs pour l'environnement ou involutifs pour la planète, etc., etc. Donc, comme tu dis, il est nécessaire de pouvoir se repositionner dans le cœur physique, mais également le cœur énergétique. Et ce n'est pas facile du tout. Ça, c'est une réalité. Pour le coup, on parlait de réalité tout à l'heure. Ça, c'est une réalité commune. La difficulté que l'on peut rencontrer à se recentrer dans le cœur, tout simplement parce que on va revenir au programme comme on l'a déjà énoncé. Nous ne sommes pas dans ces programmes-là de recentrage du cœur, mais tout est fait pour nous faire partir dans le mental. On le voit avec les essors des intelligences artificielles. Tout est vraiment basé au niveau connexion mentale pour nous déconnecter du cœur. Donc, il est très important individuellement, de pouvoir régulièrement, avec toute la difficulté que ça peut engendrer, toute la paresse que l'on peut dégager autour, parce qu'on va se dire oui, je le ferai plus tard, oui, je le ferai plus tard. Mais l'idée, c'est de pouvoir se dire non, c'est le cerveau qui me dit je le ferai plus tard. Mais si j'ai envie d'être vraiment alignée avec moi et si je souhaite vraiment œuvrer pour, comme tu dis, pour œuvrer vers mon unité, vers tout cela, c'est le maintenant qui est nécessaire. C'est dans le ici et le maintenant. Et c'est peut-être aussi s'autoriser à dire qu'il y a une fausse information qui va m'inciter à reporter à plus tard l'action que je peux faire maintenant pour moi, pour l'autre, pour le monde, etc., etc. Merci Daniel pour tout ce que tu dis, c'est très très important et c'est vrai que j'ai levé le doigt parce que il y a un aspect très très important, c'est l'émotionnel aussi bien sûr, parce que nous sommes évidemment énormément manipulés avec l'émotionnel et ça, et l'émotionnel, le mental est extrêmement aussi lié en fait, c'est-à-dire qu'avec des discours, on va aller en fait réveiller l'émotionnel des gens et pas dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que l'émotionnel, quand il est manipulé, il va faire des égrégores qui vont alimenter justement les conflits, les guerres, justifier les guerres. Ça, c'est énormément lié avec ce que tu as dit. C'est pour ça que je pense que les deux vont ensemble. Oui, et qu'effectivement, tout est fait pour nous, comment dire, pour les émotions, elles sont traitées à l'inverse de ce qu'elles devraient être traitées, c'est-à-dire qu'une émotion, si elle est utilisée pour faire du mal aux autres, parce que c'est souvent ça qui se passe, c'est comme si l'émotion, elle a perdu en fait complètement son but et ce pourquoi elle est faite, quoi. Parce que c'est vrai que nous sommes des êtres émotionnels. Mais les émotions, en fait, elles sont faites aussi juste pour circuler à l'intérieur de nous, quoi. C'est-à-dire, si je suis triste, parce que, voilà, il y a plein de raisons d'être triste, j'accueille ma tristesse et je pleure, il n'y a rien d'autre à faire que ça, voilà.
Si je suis en colère, il faut essayer d'accepter cette colère, de la faire monter, de parler, de voir qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de ça, voire d'aller l'exprimer dehors en faisant quelque chose, mais pas aller la cracher sur les autres. Voilà. Et je pense que justement, quand on est dans cet espace du cœur, on peut aussi avoir ce regard sur nos propres émotions qui sera un regard apaisant en fait, qui sera un regard oui, apaisant tout simplement, parce que nos émotions aussi, elles sont évidemment liées, elles sont très très fortes parce qu'elles sont liées à nos traumatismes, elles sont liées au fait que justement on fait n'importe quoi avec les émotions. On ne fait pas ce qu'il faut en tout cas, ça c'est certain. Une émotion, elle est considérée comme mauvaise alors qu'à la base elle ne l'est pas. Et ce qui crée beaucoup de conflits intérieurs, c'est le fait qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup interdit de ressentir, mais parce qu'on nous a beaucoup interdit de ressentir, parce que nous-mêmes, nos parents ou les générations précédentes se sont interdits de ressentir. Et voilà, il y a même des personnes qui s'interdisent de ressentir l'amour qu'ils ont dans le cœur pour d'autres personnes, qui s'interdisent de ressentir leur peur, ou qui s'interdisent de ressentir, comme je disais tout à l'heure, l'humiliation. Et du coup, ça crée de l'orgueil, etc., quoi, qui s'interdisent de ressentir la honte qu'ils ont. Et du coup, ça va créer encore plus de colère, de cuirasse, de séparation. Voilà, c'est tout ça. C'est vrai que moi, les émotions, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup travaillé. Et puis, je pense que c'est vraiment une clé énorme. Voilà. Donc, c'est le mental, bien sûr, et les émotions. Et effectivement, si on va par là, on voit quand même que tout est fait pour nous empêcher d'être en unité avec soi-même, avec nous-mêmes, enfin avec soi. Et que donc, si on ne le fait pas en conscience, ça ne se fera pas. Donc, c'est en conscience, tous les jours, de faire son petit point de dentelle pour œuvrer justement vers l'unité en soi. Voilà, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose aussi de collectif, je le redis encore une fois, parce que l'humanité a grand besoin de retrouver son pouvoir, sa puissance réelle, et toutes ces distorsions, toutes ces divisions, en fait, sont là pour empêcher que l'humain devienne qui il est vraiment. Et voilà, je crois que pour aujourd'hui, je me dis à peu près tout ça. Évidemment, c'est ouvert. Donc, si vous avez des questions ou des réflexions, merci de le mettre sous la vidéo. Peut-être ça nous donnera des idées pour continuer sur ce sujet ou faire d'autres vidéos, comme peut-être une sur la réalité. Ça me paraît intéressant. Je crois que pour aujourd'hui, on va déjà synthétiser tout ça en rappelant que ce n'est pas facile. Hein. Pour le coup, j'insiste énormément parce que c'est la réelle difficulté très souvent qui nous fait nous engouffrer dans des programmes un petit peu d'auto-sabotage. Et être dans cette unité ne va pas résoudre la vie en un claquement de doigts. Cette difficulté, en effet, elle est bien présente, elle est réelle. Par contre, c'est pouvoir garder à l'esprit que ce sont les programmes derrière cette difficulté qui vont faire qu'on agit de telle ou telle manière et très souvent que l'on va poursuivre l'auto-sabotage. Donc, quand il y a des conflits internes, des conflits intérieurs, ce qui est important, c'est de pouvoir être accompagné aussi, et pour ceux qui décident de le travailler eux-mêmes, d'être dans la perception de se dire ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dénouer un conflit interne dans telle ou telle situation. Et encore une fois, pour éviter de se laisser embarquer par des réflexes primaires, hein, des réflexes de vie, des réflexes de programme qui sont bon, c'est difficile, j'arrête. C'est un petit peu ça, c'est volontairement caricatural. C'est important encore et toujours de
travailler d'être dans cette rigueur avec soi. Ça paraît lourd de prononcer le mot rigueur avec le lien de l'unité en soi. Par contre, cette rigueur, vu qu'elle est à l'opposé de nos programmes initiaux qui sont très souvent dans l'auto-sabotage, involontaire, je précise, cette rigueur, elle va être nécessaire au début. Rigueur de penser à son cœur, de ses émotions, de pouvoir trouver cet alignement un petit peu dans tout ça. De toute façon, on aura l'occasion de développer encore une fois le sujet dans d'autres vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à partager vos expériences et vos expérimentations de vie sous cette vidéo. Juste, Daniel, je voulais, si je peux me permettre, de rajouter que, en plus de la rigueur, c'est rigueur et douceur. Voilà, c'est les deux. Mais la rigueur ne signifie pas la violence. La rigueur, ça veut dire aussi être dans la volonté de faire. J'ai bien compris. Mais voilà, c'est juste, je rajoute douceur parce que c'est, je pense que ça va ensemble. Voilà. Et aussi, parfois, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand on a un gros conflit comme ça et qu'on essaye absolument de le résoudre avec le mental, et que des fois, il suffit justement de lâcher l'émotion, de pleurer un bon coup et pouf, tout d'un coup, les choses elles changent et tout va mieux. Parce que c'est ça. C'est que le mental, souvent, il va aller, visser une émotion qui est bloquée et donc visser une situation, bloquer une situation. Et des fois, et c'est sûr que plus on le fait, plus on pratique ça, c'est-à-dire plus on pratique cette relation à soi qui va être aussi douce et bienveillante. Et en fait, on va pouvoir se rendre compte que des fois, c'est juste un gros blocage émotionnel derrière et que si on le lâche, ça va aller. Voilà. Et c'est vrai que la rigueur dans tout ça, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de pas toujours être, de pas toujours agir de la façon dont on est programmé et qu'on est manipulé et conditionné. Voilà, c'est ça cette rigueur dont tu parles. Mais après, à l'intérieur de cette de cette rencontre avec soi, c'est vraiment beaucoup de douceur, de bienveillance, d'amour, de compréhension, parce que là, effectivement, on n'en a pas parlé, mais qui sait qu'on va rencontrer avec tout ça, c'est notre enfant intérieur, c'est-à-dire le petit garçon ou la petite fille que nous avons chacun été et qui a vécu des choses très très difficiles et qui pour survivre à verrouiller tout ça, et c'est toutes ces parties de nous aussi qui sont verrouillées, qui créent aussi ces conflits intérieurs. Donc c'est pour ça que juste je t'ai repris par rapport à rigueur, parce qu'un enfant blessé, tu lui parles de rigueur, il va encore plus se contracter. Voilà. Donc la rigueur, elle n'est pas à cet endroit-là. Dans notre relation avec nos blessures, ça va être de l'amour, de la douceur, de l'ouverture, du non-jugement, etc. Voilà. Juste, je remets ça. Voilà, mais c'est surtout je sais que ça l'est pour toi, mais bon, voilà. Voilà, non, c'est surtout. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout la confondance, en effet. On va essayer de conclure rapidement quand même. C'est juste la confondance qu'il peut y avoir entre sévérité et rigueur. C'est pas du tout la même chose. Être dans la rigueur et être dans la sévérité sont deux informations différentes et pas forcément complémentaires. Donc ça, en effet, tu fais bien de le soulever. On peut être dans la rigueur et dans la bienveillance. On peut être aussi dans la sévérité et dans la bienveillance, ou dans la croyance de la bienveillance, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est derrière la rigueur, c'est la volonté que l'on a envers soi-même de poursuivre une action que l'on souhaite bienveillante envers soi, envers son cœur, envers son âme, envers son être. C'est ça aussi la priorité. Et ce n'est pas facile. Bien, je te remercie infiniment, Amaya, de ces partages, comme d'habitude. Et je vous remercie à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci infiniment. Merci Daniel, et puis au revoir à tous, et puis à bientôt.